des fois, les autres nous renvoient l'image que ce n'est pas possible, mais parce que eux-mêmes sont sujets à leur propre frustration ou à leur propre peur. Mais si en fait vous sentez que vous avez le courage de faire les choses, faites-les, rêvez grand. Ça veut dire que si je suis capable de construire une petite cabane dans la maison, je suis capable d'aller sur la Lune. J'exagère dans ce que je... Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, Succès Made in Femme reçoit Muriel Bédot, la fondatrice du Heel Move. Muriel a créé le Heel Move, danse jazz moderne sur talons, en 2009 afin d'aider les femmes à se réapproprier leur féminité. Directrice artistique et chorégraphe de sa compagnie, la Muriel Bédot Dance Company, Muriel a su transmettre au cours de sa carrière sa vision de la femme, de la sensualité et de l'expression corporelle. Elle a su à travers chaque étape de sa vie en retenir l'enseignement afin de se lancer de nouveaux défis et le retranscrire dans ses chorégraphies. Actuellement, Muriel est danseuse au sein de la compagnie Christian Emmanuel, de la compagnie Insolite et également pour la très réputée compagnie contemporaine Karine Saporta. Muriel a débuté sa carrière professionnelle en 2004. Les talents de danseuse-interprète de Muriel ont été mis en lumière lors de comédies musicales telles qu'Aïda à Paris ou la comédie musicale Soweto de Serge Billet en Martinique. Muriel a également collaboré avec des artistes tels que Missy Sadiq, Dali, Dominique Coco, African Sons, Porsche Smith. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Muriel lève le voile sur son organisation, ses inspirations, les préjugés auxquels elle a dû faire face, sa définition du succès, sa vision de la femme aux Antilles et les valeurs qui la guident et qu'elle transmet à ses enfants. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer cette session de Succès Made in Femme de manière sensuelle, douce. Et comme vous le savez, la mission de Succès Made in Femme est de présenter des femmes talentueuses, expertes dans leur domaine, qui conjuguent le succès au féminin. Et l'invitée d'aujourd'hui est connue pour faire de son corps son moyen d'expression. Elle a su conjuguer le succès au féminin en tant que danseuse, préparateur mental, chorégraphe, professeure de danse. Elle est mère de 4 enfants. Elle est aussi comédienne, réalisatrice d'un court-métrage, fondatrice du Heel Move et créatrice de la marque de prêt-à-porter et accessoires Afro Spirit. Vous avez compris qu'avec le mot Heel Move, je ne peux parler que de Muriel Bédot, une femme aux multiples talents. Bonjour Muriel. Bonjour Claudia. Bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie. Moi aussi. Alors, est-ce que j'ai bien résumé l'ensemble de tes passions et des cordes qu'il y a à ton arc? Oui, c'est très bien résumé. Alors, c'est vrai que ça me touche de l'entendre comme ça de la bouche de quelqu'un d'autre, mais oui, c'est très bien résumé, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tes passions, de ton parcours et de tes succès et aussi de ta vie de femme. Et surtout, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai surtout une tonne de questions concernant la féminité, les talents et comment se sublimer à cette occasion. D'accord. Donc, pour commencer, tu es maman de 4 enfants. J'ai une question particulière, à savoir, qu'est-ce que cette vie de maman a révélé chez toi et surtout a apporté dans ta pratique de danseuse et de chorégraphe? Wow, c'est une très très belle question pour commencer. En fait, c'est la maternité. Alors, ça dépend des femmes. Hein. Encore une fois, chaque femme est unique et a ses spécificités. Mais c'est la maternité qui m'a dévoilée en fait, qui a dévoilé mes forces, mes faiblesses aussi, effectivement.
mais en fait ma personnalité, tout ce que tout ce que j'ai refoulé en tout cas avant ça, tout ce que je n'ai pas accepté de moi-même, c'est la maternité qui a pu me faire me dépasser, trouver mes forces et qui m'a motivée à faire tout ce que je fais là actuellement. Donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup de cette maternité pour créer. Par exemple, dans mes spectacles, dans mes créations chorégraphiques, c'est la maternité que je mets en avant tout. Un peu comme le fait d'être, on est souvent en termes de gestation et de renouvellement de soi. Ça m'a complètement renouvelé, en tout cas, où ça a ouvert mon esprit sur une autre vision de la vie, des choses, de pouvoir s'adapter en fait. Je savais m'adapter avant, mais c'est vrai que là, en étant mère, ça demande de l'organisation et artiste en même temps, ça demande de l'organisation, ça demande de l'ordre certaines fois. Et puis ils m'accompagnent, enfin voilà, ils ont un œil qui me plaît parce qu'ils ont l'œil de l'innocence, voilà, il n'y a pas de filtre. de l'insouciance. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre avec les enfants. Donc c'est toujours agréable de discuter de certaines choses avec eux et d'avoir leur point de vue parce qu'ils en ont ils ont une personnalité, bien sûr. Et ils apportent sur justement dans tes créations chorégraphiques, ils ont toujours un avis? Ils ont toujours un avis, toujours. Soit c'est pour ça que je m'appuie quand même sur eux parce que je sais que le jour où mes enfants me diront maman, là, ce que tu as fait ou ce que tu comptes faire, ça n'ira pas, je vais les écouter, vraiment, parce qu'ils sont en train de grandir justement avec cet esprit créatif, avec cet œil, je vais dire, affûté de par mon métier, parce qu'en fait, ils me suivent énormément. Hein. On ne le voit pas, mais la plupart des choses, des shootings que je fais ou des répétitions, mes enfants sont là, très souvent. Donc, et comme ils savent, je sais qu'ils vont grandir avec cette expertise, on va dire, de l'œil de la lumière, de la mise en scène, de tout ce qui va avec. Alors, tu as commencé ta carrière professionnelle en 2004, mais il y a une photo de toi en tenue de danseuse, ballerine à 4 ans sur ton site. En fait, j'aimerais savoir, on pose souvent la question de comment tu as découvert ta passion, mais en fait, quelles émotions te connectent à la danse? Alors, c'est devenu une philosophie. Je vais parler au-delà du sentiment, c'est devenu une philosophie de vie. Puisque effectivement, j'aime à le dire, de danser sa vie, hein, c'est-à-dire pour moi connecter le corps et l'esprit. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal parce qu'à un moment donné, j'ai dû me séparer de la danse jusqu'à ce que je comprenne que la danse effectivement faisait partie de moi. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'apaise vraiment, profondément. C'est-à-dire quand j'ai des périodes où je ne danse pas, ou peu importe, où je ne chorégraphie pas, c'est-à-dire je ne suis pas en connexion avec la danse et donc la musique aussi, parce qu'il faut savoir que la danse va aussi avec la musique. Même si nous sommes dans le silence, on travaille avec la musique de la nature, de l'environnement. Et cette musique, en fait, le fait de connecter la musique et le mouvement, c'est des choses qui m'apaisent, qui me permettent de me sentir existante aussi et vivante. C'est-à-dire qui me connectent à la terre vraiment. Comme je dis souvent aussi, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Et bien la danse, la danse, ça me permet ça, une vraie connexion à la vie, parce que je suis vraiment consciente de l'espace qui m'entoure, du temps, etc. Même si on pense que forcément j'ai une part de rêve, hein. Je suis une rêveuse parce que j'ai un imaginaire débordant. Il faut rêver, c'est important. Mais voilà, c'est ça, je vais dire de la paix. Ça m'amène de la paix et de la douceur. De la sérénité. Voilà. De la sérénité, énormément, oui. Alors, tu as parlé d'un moment où tu as eu une déconnexion par rapport à la danse. Comment as-tu fait face au doute et à l'exigence, je dirais, d'être chorégraphe et danseuse, parce que cela exige beaucoup en termes de physique. Donc, quand tu as ces moments de doute, comment tu évolues et comment tu surmontes tout ça? Alors, j'ai eu des moments de doute, effectivement. Je ne dis pas que je n'en ai plus, mais je ne vais plus appeler ça des doutes parce que j'ai appris avec le temps à
à arrêter, à faire silence. Ça veut dire que si j'ai un moment de doute où j'ai l'impression que je n'y suis pas encore, je m'arrête. Je m'arrête pour réfléchir. Alors, ça peut prendre 1 mois comme ça peut prendre 2 ans, comme ça m'est arrivé sur certains projets. D'accord. Dans le sens où je sais à quel moment je suis prête à entamer quelque chose. Et donc, j'accepte le fait d'arrêter, de me poser les bonnes questions pour repartir. Ça m'est arrivé aussi pour mon tout dernier spectacle où vraiment j'avais pris, je me rappelle, 3 mois en résidence pour travailler quelque chose. C'est à la fin de la résidence que j'ai compris que ce que j'avais fait, c'était pas le sens que je voulais lui donner. Je me suis arrêtée, j'ai réfléchi pendant 4 mois et j'ai repris tout à zéro. Alors que j'avais travaillé, je me suis accordé le temps. Je pense que c'est important de ne pas être pressé, surtout quand on a des projets qui... je suis pour... Comment expliquer ça? Je suis pour une base solide dans ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il vaut mieux que la base soit réfléchie, soit bien assise, pour que ça puisse durer dans le temps. Sinon, à trop se presser, il y a des petites brèches et puis ça finit par se casser, s'effilocher, enfin tout ce que tu veux et ne pas durer. Donc c'est vrai que dans les moments de doute, alors qu'avant, quand j'ai commencé ma carrière de danseuse, oui, les doutes étaient quand même persistants parce que on apprend à se connaître, on apprend à connaître son corps, on apprend à se regarder dans le miroir. Il faut accepter la critique de l'autre. Donc, la plupart du temps, du chorégraphe qui nous dit qu'on n'est pas en place, que ce n'est pas bon, que ce n'est pas ça, reprend 20 fois. La jambe n'est pas si, non. Voilà, exactement. Et là, tu es pratiquement en train de péter les plombs, mais pas sur le chorégraphe, hein, sur toi-même, parce que tu n'y arrives pas. Parce que tu te remets en question, parce que tu te dis peut-être que tu n'es pas faite pour ça. Justement, quelles ont été les étapes essentielles pour toi pour valider cette orientation quand justement tu es au cœur de la critique et tu te remets en question? Parce que finalement, le danseur, c'est le meilleur interprète d'une musique ou du silence. Et donc, quand tu as la critique où on te fait comprendre que tu n'interprètes pas suffisamment et que tu ne retranscris pas les émotions, comment tu as fait face tu nous as parlé en début de carrière des doutes qui ne sont plus aujourd'hui, mais pour valider cette carrière que tu as aujourd'hui, comment tu as fait pour valider étape par étape ce choix de vie que tu as? Le choix de vie, étape par étape, je crois que je savais pertinemment dès le début que c'est ce que je voulais faire en fait. Donc ça, c'est la première chose, la conviction. Je pense que c'est important dans tout ce qu'on entreprend d'être convaincu de ce qu'on va faire et de ce qu'on va en faire. Deuxième chose, encore une fois, pour moi, c'est la maternité. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça a été un déclencheur parce que je me suis projetée, à l'époque, j'étais enceinte de ma première et je me suis projetée en me disant qu'est-ce que je veux lui transmettre. Que c'est difficile et que j'abandonne ou que je vais apprendre. Et puis finalement, donc ça a été la deuxième étape. Ça veut dire j'ai commencé à me projeter et à savoir qu'est-ce que je voulais transmettre. Et finalement vient le temps, encore une fois dans la maternité, le temps scolaire, où je me suis dit mais Muriel, en fait, j'ai regardé les enfants. Les enfants ont cette patience d'apprendre. En fait, même en dessinant, en apprenant à écrire, les enfants ont cette patience de faire et de refaire leurs gestes. Jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et je me suis dit, mais nous, en tant qu'adultes, on perd cette patience vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on nous met la pression d'être parfait. Je ne suis pas parfaite. Voilà, l'exigence. Je ne suis pas parfaite. Et j'ai le droit à mon âge encore, hein, je le dis jusqu'à maintenant, on n'a jamais fini d'apprendre. Et il faut qu'on trouve cette patience d'apprendre et de refaire le geste jusqu'à ce que le geste, je ne dirais pas soit parfait, mais soit en adéquation avec nous-mêmes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment, ça a été au fur et à mesure un apprentissage sur ce qui m'entoure, sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai pu observer qui a fait que j'ai persévéré, en fait. Et que jusqu'à maintenant, je me donne le droit d'apprendre et de me tromper parce que ça fait partie de la vie.
Voilà, et Exact. je vais recommencer. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a été déterminante pour toi? Est-ce qu'il y a une femme particulière qui t'a, inspirée au début de ta carrière? Alors, je ne dirais oui, qui m'a inspiré, oui, qui m'inspire encore. Mmh. Alors j'en ai 2. Donc j'ai Mmh. Christiane Emmanuel, qui est en Oui. Martinique, qui est Mmh. chorégraphe. J'en ai 3 même. J'en ai 3. Donc il y a Christiane Emmanuel avec qui je travaille toujours. Mmh. Il y a Stéphanie Battenblen, donc c'est une chorégraphe new-yorkaise qui était venue chorégraphier la comédie musicale de Soweto en 2008 à l'époque, Oh qui est wow! une femme, une magnifique danseuse et chorégraphe Mmh. que j'ai encore beaucoup d'admiration pour cette femme et son travail, son talent, parce elle a fait énormément de choses, elle continue à faire énormément de choses sur les États-Unis et elle a connu la maternité entre-temps. Et puis, il y a Karim Saporta, donc qui est une chorégraphe avec qui j'ai commencé à travailler en 2011. Mmh. J'ai arrêté de travailler puisque j'étais enceinte à l'époque de mes jumeaux. Et là, Mmh. nous avons recommencé à travailler ensemble. C'est une femme qui Wow! m'a permis à son contact. Donc, c'est une chorégraphe internationale contemporaine, de danse Mmh. contemporaine. Je ne m'attendais pas du tout à travailler avec elle parce que j'étais partie sur l'Hexagone à l'époque avec la compagnie de Vinylum, donc qui est compagnie Pop Martinique, Mmh. de la Martinique. Et je suis allée par hasard au casting de cette compagnie, mais vraiment pour voir comment ça se passe, etc. Je ne m'attendais pas à être retenue du tout. D'accord. Vraiment. J'ai été très surprise. Elle m'a fait jouer en plus un solo à l'époque, c'était à la Cité de la Villette, devant une salle comble. Oh wow! Ouais, ouais. C'était en l'honneur d'un compositeur qui s'appelle Steve Reich. En fait, j'ai vécu vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, pour une Mmh. danseuse, c'est magique. Oui. Et c'est cette femme qui a révélé en moi le fait que j'étais capable d'être chorégraphe. D'accord. C'est après cette expérience quand je suis revenue en Martinique, je me suis dit, Muriel, tu as quelque chose à dire. Cette femme-là l'a vu. Elle l'a mis en avant. Parce que ça appuie, en fait, sur ma gestuelle pour créer sa pièce. C'est-à-dire qu'après, il faut bien comprendre qu'après, elle n'a pas pu faire reprendre cette pièce à d'autres Mmh. danseurs. Parce que D'accord. j'ai une gestuelle spéciale. Voilà. Mmh. Donc tu Et tu as posé ta touche. voilà, c'est ça. Mmh. Et c'est en revenant, je me suis dit, non, mais Muriel, tu as quelque chose à dire. Ne doute pas, en fait. C'est là que j'ai commencé à me dire, ne doute pas de ce que tu es capable de dire. Ça va pas être facile, ça va pas être Mmh. évident. Et c'est de là que j'ai créé ma compagnie. Donc, cette femme D'accord. a eu cette influence-là dans ma vie de chorégraphe et de danseuse. Mmh. C'est-à-dire qu'à son contact, j'ai pu me dire, OK, là, tu peux y aller, fonce. Elle a été le Voilà. déclic. Le déclic, oui. Alors, nous vivons dans un univers qui est dicté quand même par les, codes masculins. Quelles sont les grandes idées reçues auxquelles tu as dû faire face en tant que danseuse, chorégraphe, maman, femme? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis: «Mais pourquoi on me fait cette réflexion? C'est de la danse» ou, en tant que femme danseuse, on peut le faire? Est-ce que tu as eu des idées reçues qui t'ont un peu choquée? Ah, mais complètement. Alors là, maintenant, j'en rigole maintenant parce que je me dis, bon, c'était une période. Bon, à l'époque aussi, j'en rigolais quand même parce que, Mmh. alors, l'idée est que, il y avait deux idées quand même. C'était que ce n'était pas possible d'associer ma vie d'artiste à une vie de maman. Alors, je ne parle même D'accord. pas d'une vie de femme, hein, puisque je fais la Mmh. distinction Oui, à tout une à vie fait. de maman. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réflexions en ce sens. Oui, mais ta carrière, comment tu... Alors, moi, j'étais quand même... je me posais des questions parce que moi, je ne me posais pas de questions à l'époque sur ma carrière, Et eux, ils mais transféraient les leur, gens, voilà, voilà. exactement. Donc, ils me mettaient la pression, me stressaient Mmh. dans ce sens. Oui, mais ta carrière, comment tu vas faire? J'espère que tu as fini, mais tu ne connais pas la contraception. J'espère que tu as... Voilà, j'ai eu Tu connais pas beaucoup, la énormément. contraception? Oui, Waouh! oui, 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 oui. D'accord. J'ai eu des choses assez violentes quand même, Oui. euh, très violentes, surtout pour ma dernière. Je Mmh. pense qu'il y a dans mon ventre a tout entendu. Oui. Encore, Mmh. j'espère que tu as terminé. J'espère que la Oh! prochaine fois, fais plus attention.
elle n'était pas désirée. Enfin, j'ai entendu des vertus des pas mûres. Donc en J'ai fait, toujours gardé mon calme. tout le monde est en charge de ton cycle menstruel et voilà quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça m'a quand même posé question. Et puis le travail que je fais sur la féminité aussi, j'ai eu énormément de réflexions. J'ai eu beaucoup de refus dans des j'ai eu beaucoup de refus quand j'ai commencé. Je me rappelle parce que j'ai commencé ma discipline en Guadeloupe. Quand je suis venue me réinstaller en Martinique, donc j'ai frappé un petit peu à toutes les portes, les écoles de danse, etc. J'ai eu énormément de refus parce qu'en fait personne ne comprenait ma démarche à l'époque. Les gens pensaient que j'étais carrément folle, voilà. Je me rappelle, j'avais eu un entretien avec deux hommes d'une commune que je ne citerai pas parce qu'on va tout de suite savoir c'est qui, et qui m'ont dit non, la femme a déjà suffisamment de pouvoir, si c'est pour lui donner encore plus de confiance, ça ne va pas nous intéresser. Voilà, j'ai eu droit à des choses comme ça. Alors que ce n'était pas le but. Et puis, j'ai eu droit à d'autres types de réflexions sur le fait que les gens pensaient que je faisais ça pour que les femmes puissent aller danser en boîte de nuit. Comme s'il n'y avait que la boîte de nuit. Que la boîte de nuit dans la vie. Enfin, j'ai eu énormément d'idées reçues, mais j'ai persévéré parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'étais convaincue que ce que je faisais était nécessaire. Et donc, malgré les critiques, ou en tout cas, je parle dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par conviction. C'est ce qu'il me fallait, en fait, pour être bien, pour être sereine dans ma vie. Donc, au bout d'un moment, j'ai vraiment compris, il m'a fallu du temps quand même, que le regard des autres n'avait aucune importance, aucune espèce d'importance. C'est-à-dire, quand tu es sûr de ce que tu as envie de faire, que tu es en accord avec tes principes, le regard des autres et avec tes valeurs, le regard des autres, leurs critiques, leurs commentaires n'a aucune espèce d'importance, vraiment. Donc voilà. C'est et c'est en ce sens que tu as créé ta dernière production Potomitan. Oui. Pour répondre à justement à ces idées reçues. Tu en parles comme étant une façon d'évoquer la place de la femme dans la société créole et de son enfermement. Est-ce que c'est par rapport à toutes ces critiques, entre guillemets, ces réflexions que tu as eues, que tu as créé Potomitan? Oui, alors non seulement par rapport à ça, par rapport à ma situation personnelle actuelle, c'est-à-dire je vais faire ma 6e année seule avec mes enfants. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas entourée, mais en tout cas, je les éduque seule au quotidien. J'ai commencé à revoir justement cette expression créole qui m'a posé problème parce que je me suis dit oui, mais il est très facile pour quelqu'un de sortir du foyer et de dire que la femme est un potomitan. Et j'ai commencé à me poser la question, mais si ce le potomitan, donc comme littéralement la poutre du milieu, si elle s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Que deviendra le foyer? Exact. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir vraiment sur, alors au-delà de la maternité, la parentalité, sur l'éducation et sur qu'est-ce qu'on peut transmettre aux enfants, c'est-à-dire à partir de l'éducation créole. J'ai remis en question vraiment toute l'éducation créole. Et c'est dans ce sens que c'est une information, je ne sais pas si tu as cette information, que je sors un livre très bientôt. Ah, top. Voilà. Sur justement la parentalité. Sur l'éducation et sur ma vision de l'éducation, sur ce que j'ai pu observer et comprendre à travers ces années. Parce que c'est une expérience de toute façon d'apprendre à connaître ses enfants. Je travaille avec des enfants également dans une école de danse. Donc je vois ce qui peut arriver. Nous-mêmes, nous avons été enfants, donc on a des souvenirs. En discutant également avec les femmes que je rencontre en coaching, je me rends compte que des choses ont été transmises de génération en génération.
voilà, consciemment ou inconsciemment, qui ont des répercussions sur nous en étant adultes, en devenant adultes. Exact. Et donc, forcément, j'ai commencé ma réflexion par ce terme potomitan, mais c'est toute l'éducation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses dans l'éducation créole, mais je remets en question, par exemple, le fonctionnement oral. On dit que nous sommes dans une société d'oralité, et pourtant, cette oralité est utilisée des fois dans de mauvaises circonstances ou sans conscience des répercussions que ça peut avoir ou des dérives. Et donc, c'est là que je dis attention. Attention parce que on peut éduquer, si on fait attention, on peut éduquer des futurs leaders, des futurs penseurs, des futurs... voilà. Mais si on n'y prête pas attention, on construit des suiveurs. Voilà. Et c'est pour ça que ma réflexion a commencé par ce terme potomitan et comment je le représentais dans le corps. C'est-à-dire, c'est quand même potomitan, la poutre. Si on enferme une femme dans une poutre, elle finit par étouffer. Oui, L'image est claire pour moi. Elle ne peut pas se mouvoir. Elle ne peut pas se mouvoir, exactement. Justement, tu parles de l'éducation et de ce que l'on transmet consciemment ou inconsciemment. Quelles sont les valeurs que tes parents ont pu te transmettre et qui te permettent aujourd'hui, toi, d'arriver à autant d'accomplissements? Alors, beaucoup de courage. Ouais. Alors, oui, beaucoup de courage, de détermination, de la loyauté. Mes parents nous ont transmis, puisque j'ai 3 petites sœurs, nous sommes 4 filles, de la loyauté et de l'engagement. Ça veut dire que quand on a dit oui, on s'engage à ce que ce oui, oui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous a, en tout cas moi, qui m'a posé problème en étant adulte, parce que je pensais que tous les enfants avaient été éduqués avec ce principe de l'engagement. En grandissant, je réalise que non, en fait, tu peux t'engager, tu peux dire que tu t'engages et tu te désengages et tu peux abandonner la mission. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un principe de vie qui est essentiel, l'engagement, la loyauté et puis énormément d'amour, énormément. Et ce sont les mêmes valeurs que tu partages avec tes enfants? Oui, les mêmes valeurs. Oui, les mêmes valeurs, en mettant en avant surtout, alors au-delà des valeurs, je permets à mes enfants aussi de se trouver, d'avoir leur propre personnalité, d'accepter qu'ils sont comme ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Et ça, c'était pas toujours évident quand on était enfant. La plupart du temps, on nous disait de... Non, mais il y avait un seul moule. Il y avait un seul moule. C'est comme ça et pas autrement. Tu te tais, tu fais ça. Ça a marché pour ta sœur X, ça va marcher pour X, Y, Z. Et pourquoi tu pleures? Non, tu dois te renforcer. C'est ça. C'est ça, exactement. Par rapport à tout ce que tu as vécu, aux réflexions que tu as eues, comment tu retransmets justement la danse et le rapport au corps à tes enfants? En tant que maman, danseuse, chorégraphe, parce qu'il y a il y a encore un certain non-dit en ce qui concerne la danseuse, hein, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, si c'est pour danser, c'est pour aller en boîte de nuit. Comment tu éduques tes enfants par rapport justement à ce rapport au corps? Je crois que l'éducation se fait déjà par mimétisme, je pense. Par observation. C'est vrai que c'est en parlant là que je réalise que le rapport au corps, puisque les enfants prennent des cours avec moi, mais le rapport au corps est assez ouvert, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils se connaissent déjà bien, parce qu'ils ont observé, parce qu'ils ont compris certaines choses. Et puis, s'ils ont des questions, ils n'hésitent pas de toute façon à venir. Ils sont très curieux, mes enfants. Donc, ils n'hésitent pas à venir m'en parler. Mais je pense que c'est en observant, parce que, tu sais, je réalisais ça, mes enfants m'ont toujours connue comme ça. Oui. Mine de rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas découvert une maman qui utilise son corps. D'ailleurs, certaines fois, c'est eux qui me filment sur certaines choses. C'est ma plus grande, oui. Et je réalisais en fait qu'ils n'ont aucun problème avec maman et son rapport au corps. Et donc, comme je suis déjà comme ça avec mon corps, je pense qu'eux-mêmes, ils sont à l'aise aussi avec ça. Ça reste naturel pour eux.
Oui, ça paraît naturel, oui, exactement. Alors, nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin, justement, quand on parle du rapport au corps. Donc, tu enseignes sur la féminité, tu as bientôt des workshops. Quels conseils peux-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme pour être des déesses avec des talons le jour de la Saint-Valentin, mais on verra un peu plus loin, on ira jusqu'à ce qu'elles aient envie d'être des déesses à talons. Alors, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est un texte. C'est un beau prétexte en fait Exact. pour mettre en avant sa féminité. C'est un exercice, j'ouvre une parenthèse, c'est un exercice assez difficile. Hein. C'est vraiment, ça fait chaque année, je renouvelle cette expérience. La plupart du temps, ce sont les maris ou les compagnons de certaines qui leur payent ce cours-là. C'est pas vrai? Parce qu'ils ont envie, oui. Oh, waouh! C'est magnifique Oui, ça. qui les déposent, qui leur disent, voilà, tu vas faire le cours de... Comme ça, ils auront une belle surprise. Et en fait, j'encourage les femmes à le faire parce que j'ai eu à rencontrer des femmes qui vivent depuis 10 ans, 15 ans avec leurs compagnons, qui me disent, oui, Muriel, j'aurais aimé lui faire plaisir et lui faire une surprise. Mais elles sont tellement mal à l'aise avec le regard qu'elles ont sur elles-mêmes qu'elles sont encore plus mal à l'aise à l'idée que le compagnon ou le mari va les regarder, en fait, en train de danser. D'accord. Ouais. Et je me dis que c'est au-delà de qu'on soit en couple ou pas, hein, je parle pour le workshop à venir, je pense que c'est important déjà de se sentir à l'aise, de se sentir déesse déjà pour soi et pas pour le regard de l'autre déjà. Exact. Voilà. C'est toujours je veux dire, c'est de l'amour qu'on se porte en fait, en acceptant sa féminité, en acceptant, j'ai parlé par exemple dans mes posts de caresses et de caresses sur ma peau. Je crois que les femmes ne le font pas assez. Voilà, se toucher la main, se toucher le lobe d'oreille, regarder comment je vais me masser la cuisse, savoir que toutes ces petites choses font qu'on se sent exister en fait. Parce que le corps, on sait que le corps est présent dans l'espace. Plus on sait que le corps est présent dans l'espace et plus on sait qu'on est là à ce moment-là, à un moment T. Le talon c'est un prétexte parce que ça donne des lignes magnifiques et que j'encourage effectivement à un maximum de femmes. Alors, en fonction de la morphologie, parce que tous les talons ne sont pas faits en fonction, on va prendre des talons hauts, des talons carrés, etc. L'essentiel, c'est de se sentir à l'aise. Avant de rechercher l'esthétique d'une chaussure, il faut rechercher le confort. Le confort et la stabilité. Le confort et la stabilité. Comme ça, on est à l'aise pour pouvoir bouger et s'exprimer. Donc, moi, je dis que la Saint-Valentin, ça peut être un défi pour s'habiller très sensuellement, voire très sexy, se faire plaisir à soi-même et à celui qui est en face, parce que tu penses bien que c'est une merveilleuse surprise. Le plaisir de l'œil, ça commence par là. Exactement, c'est un plaisir de l'œil de pouvoir se dire, waouh, ma femme, ma copine, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. D'apprendre une chorégraphie, de venir, c'est un échange en fait, c'est un partage. Parce que ça lui fera plaisir et vous aussi, le fait de voir le plaisir dans ses yeux, ça vous fera plaisir aussi. C'est ce que je dis, c'est un échange et un partage. Donc voilà, c'est ça, c'est avant tout se faire plaisir, avant tout soi. Et si on se fait plaisir, on fait plaisir à l'autre, c'est sûr. Alors, tu as parlé de la stabilité et du confort. Donc, tu as créé le Heel Move. Qu'est-ce qui est déterminant quand on marche avec des talons? C'est-à-dire que au début, on va pas se cacher, quand on n'est pas habitué, je me rappelle moi de mes premières fois, tu regardes tes pieds. Tu vois, tu là, tu te dis, bon, tu marches comme un canard, tu sais pas si tu es à l'aise. Et en fait, si on ne fait pas attention, il y a de vieilles habitudes qui peuvent rester quand on est à talons. Alors, tu as répondu à la question. C'est déjà le regard. La première chose à faire, c'est regarder où on va. Qu'on ait des chaussures ou pas,
tu te déplaces dans la rue, dans un centre commercial, etc., la première chose que tu as, c'est le regard, c'est savoir où tu vas. Donc, en talon, c'est vrai que le fait de mettre le regard, ça rehausse déjà la posture. Au fur et à mesure. Donc, la première chose vraiment, c'est le regard. Ensuite, ça va être la façon de déplacer ses pieds. Alors, on va parler des chaussures à talons, mais avant la marche en talons, je fais des exercices sans chaussures quand on apprend à marcher. Parce que avec l'âge adulte, le quotidien, avec les expériences, la posture de la marche change. Et notamment les appuis au niveau des pieds. Et donc ça, je les corrige en fait au niveau du cou, voilà, parce que ça modifie la posture. Toutes ces petites choses modifient la posture. Marcher avec des baskets, ça n'a rien à voir avec. Je ne parle même pas de, comment dirais-je, de chaussures à talons, mais des chaussures, je dirais, de ville qui sont plus fines. La posture change, ne serait-ce que de deux styles de chaussures différents. Mais en fait, la posture peut rester la même. C'est-à-dire, si on en a conscience, la posture peut rester la même. Et c'est pour ça qu'il est important, par exemple, de corriger la marche. D'accord. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte avec l'âge que, par exemple, elles marchent avec le pied complètement à plat au sol, sans passer par le talon. D'accord. Donc, elles traînent du pied. Voilà. C'est dans ce sens-là. Le déroulé du pied ne se fait plus. Voilà, exactement. Et ça, il faut le retravailler, il faut rééduquer. Donc, non seulement le corps et le cerveau, à comprendre que la marche commence par un déroulé de pied et par un talon et pas par une pointe de pied, pas par le milieu du pied. Et au fur et à mesure, tout ça, ça corrige non seulement donc la position de l'articulation de la cheville, du genou, de la hanche et forcément du dos. Et donc, plus on en a conscience, plus la posture se corrige, en fait, et aligne. Voilà. D'accord. Ah ben, écoute, merci. Je pense que ça a éclairé déjà sur le déroulé de pied. Je pense que là, beaucoup d'auditrices vont se dire, au fait, comment je marche? Ne serait-ce que se poser la question. Voilà, c'est ça. Ça va déjà conscientiser pas mal d'entre elles et aussi moi, parce que là, je ferai un peu plus attention quand je marche. Exactement. Alors, le succès est souvent défini en termes de résultats financiers ou de possessions matérielles. Le Larousse, lui, définit le succès comme étant le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive. Tu as eu énormément de résultats heureux dans ta carrière. Tu as été interprète pour des comédies musicales telles que Aïda à Paris ou Soweto de Serge Billet. Tu es aussi tu es danseuse pour certains spectacles pour des artistes que l'on connaît tous comme Missy Sadiq, Dali, Dominique Coco. Tu es aussi créatrice de prêt-à-porter. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es au sein de la compagnie Christiane Emmanuel ou de Karine Saporta. Est-ce que tout ceci correspond à ta définition du succès? Te considères-tu comme une femme qui a du succès? Alors là, c'est une question, je ne me suis jamais encore posé cette question, je te l'avoue. Pourquoi? Parce que je ne sais pas à quel moment je vais sentir que j'ai du succès. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, vraiment, je suis tellement bien dans tout ce que je fais que j'ai encore envie d'apprendre. Je suis curieuse, en fait, d'apprendre encore, de reprendre des choses, d'aller plus loin. Je pense que le succès ne se voit pas. Le succès n'est pas quelque chose de personnel. Je pense que c'est quelque chose que les autres peuvent ressentir ou percevoir. Est-ce que c'est personnel? Ça, là, tu me poses une colle, là. Parce que là, je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'en étant dans la vie de quelqu'un peut dire, voilà, j'ai du succès, je ne sais pas. Je t'avoue que là, je ne sais pas. Mais je pense que ça se voit c'est plus la perception des autres qui compte à ce moment-là. L'essentiel étant d'être bien.
Tout à fait, d'être heureuse dans les accomplissements que l'on a. Tout à fait, oui. Par rapport justement à tous ces accomplissements, quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours et ton investissement dans les différents projets? Quel message? Alors vraiment, déjà de faire ce qu'on aime. C'est important parce que j'ai rencontré énormément de femmes, encore une fois, au cours de ma carrière et aussi de préparateur mental, qui ont eu du mal à suivre leur voie, ou en tout cas à avoir le déclic qui déclenche justement cette prise de conscience de se dire, enfin, je vais faire ce que j'aime. Déjà, faire ce qu'on aime. Et ça veut dire aussi le transmettre à nos enfants. Que l'on soit mère ou pas, je dis que les femmes ont un devoir d'éducation envers au-delà des enfants, de la société. Parce qu'une femme qui est épanouie, c'est un entourage qui est épanoui. Et c'est la société qui est épanouie. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à l'accomplissement? Être bien dans ce que l'on fait, être réaliste. Si quelque chose va prendre 3 ans, ne dis pas que ça va prendre 3 mois. Ce n'est pas possible. Encore une fois, je parle de base, Oui. des bases solides. Oui. Des fondements. Et puis de rêver. Mais c'est tellement bon de rêver. Les gens s'arrêtent de rêver en étant adultes. Mais rêver, mesdames, rêver, que c'est ça qui nous. Tout est possible. C'est ça qui maintient en vie. Et en fait, des fois, les autres nous renvoient l'image que ce n'est pas possible, mais parce que eux-mêmes sont sujets à leur propre frustration ou à leur propre peur. Mais si en fait, vous sentez que vous avez le courage de faire les choses, faites-les, rêvez grand. Ça veut dire que si je suis capable de construire une petite cabane dans la maison, je suis capable d'aller sur la Lune. J'exagère dans ce que je... Oui, mais c'est tout à fait ça. Voilà, tout est possible. Vraiment, vraiment. Ce que j'aime à dire, c'est il faut rêver en XXL. Exactement. C'est voilà. Ça. Les gens aiment rêver en XS, alors bon, le monde, c'est du XXL. C'est-à-dire que oui. Si demain je te dis, bon, ben écoute, je te donne un billet, où est-ce que tu veux aller? Choisis partout dans le monde. Ne choisis pas, je sais pas, je ne choisis pas Fort-de-France. C'est très bien Fort-de-France, mais le monde s'offre à toi. Parcours le monde. Et oui, c'est ça. Oui. Alors, dis-moi tout. Tu es danseuse, tu enseignes, tu es chorégraphe, tu as aussi une vie de famille trépidante puisque tu as 4 enfants. Donc, en fait, ça doit être toujours un peu rock'n'roll chez toi. Comment arrives-tu à t'organiser entre boulot, vie de famille et vie de femme? Comment fais-tu? Parce que je pense que là, tout le monde doit se dire, bon, je pense qu'il y a même des mamans qui doivent se dire, bon, bon, je m'en sors pas, c'est pas toujours évident, etc. Mais comment elle fait 4? Parce qu'elle fait des shootings, on la voit présente, elle enseigne, elle fait des workshops, elle fait tout ça. Comment elle fait? Dis-nous tout. Alors, tu as donné le mot que j'ai compris au fur et à mesure des années aussi, c'est l'organisation. Alors, c'est organiser, ça veut dire dans l'organisation, je priorise également. Ça veut dire que je suis capable de dire non. Si je sens que je ne suis pas capable de le faire, c'est la base. Ou que je n'ai pas envie. Ça veut dire que je suis rarement submergée. Mes journées sont organisées, je sais ce que j'ai à faire, je fais les activités avec les enfants. Pendant la période scolaire, c'est-à-dire le temps que j'ai, je sais que par exemple, le temps que j'ai pour m'occuper de mes affaires, c'est le temps où mes enfants sont à l'école. Donc, tu optimises. Donc, ça veut dire que chaque seconde. J'optimise, chaque seconde est optimisée. Si j'ai des grosses périodes par exemple, j'ai découvert aussi une chose, c'est qu'au lieu de, quand mes enfants sont couchés à 8 heures, alors ça, pour moi, c'est une importance capitale. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de 20 heures, c'est la vie de l'adulte. Oui. La vie du parent. C'est-à-dire, c'est pas 21 heures, c'est pas 22 heures. À 20 heures, mes enfants dorment à la maison. J'ai découvert que, avant, je faisais, par exemple, je travaillais de 20 heures à minuit, 1 heure du matin. Donc, après une journée de travail, après s'être occupé des enfants,
J'étais exténuée et pourtant je travaillais. Donc, je n'étais pas efficace. Donc, ce que j'ai découvert, c'est d'aller me coucher plus tôt. Et quand j'ai des grosses périodes, je me réveille à 4 heures. Donc, mon cerveau est frais puisqu'il est reposé. Donc, je travaille, au lieu de travailler 4 heures fatiguée, je travaillais 2 heures efficaces. J'ai découvert, en fait, que pour concilier tout ce que j'ai à faire, il faut que je sois efficace. Et donc, il faut que je trouve des temps où je suis reposée pour que ça aille vite et bien. Alors, la recette de Muriel pour être toujours optimum entre sa vie de mère, sa vie de danseuse chorégraphe et sa vie de famille, j'espère que vous l'avez compris. Il s'agit d'être organisée, d'optimiser le temps qui lui est offert entre le moment où elle dépose les enfants à l'école et le moment où elle les récupère. Et ensuite, il y a aussi la constance parce que faire en sorte que les enfants aillent dormir à 8 heures, c'est aussi de la constance dans ses actions et surtout le repos. Parce que très souvent, malheureusement, il y a cet adage culturel qui dit oui, dormir c'est tricher, mais non, pour être optimum, il faut pas dormir. Non, il faut Il faut dormir. voilà, il faut dormir, il faut se reposer. Il faut se reposer et bien s'alimenter. Bien, bien, bien. Oui, oui, oui. Alors, quand je parle de bien alimenter, ça ne veut pas. Moi, par exemple, je ne mange pas à heure régulière. Je mange quand j'ai faim. Tu écoutes ton corps. J'écoute. Je suis à l'écoute de mon corps à 100%. Si je n'ai pas envie de manger le matin, je ne vais pas manger. Si j'ai envie de manger le midi, je vais manger. Mais par contre, je vais m'asseoir et je vais bien manger. Voilà, tu vas manger de manière qualitative. Exactement. À chaque fois, je me dis, c'est ça qui permet, en fait, dans tous les domaines, hein, il faut qu'il y ait de la qualité dans tout ce qu'on fait. Il faut que ça soit qualitatif, en fait, et efficace. Voilà. Et à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée? Parce que bon, tu te réveilles à 4 heures, donc en fait, la maison, elle est encore calme. Oui. Alors, ces jours-ci, pas trop. Ces jours-ci, je me réveille à 6h30, mais la plupart du temps, c'est 5 heures. Hein. Effectivement, puisque je réveille les enfants à 6h30. Je me réveille, la première chose que je fais, c'est de regarder le soleil. C'est très important. Ah oui, je regarde, même si je ne vois pas le soleil, ces jours-ci, il est un petit peu excentré, donc je ne le vois pas, mais je regarde le ciel, je fais ma prière, je prie le matin, et je bois de l'eau. Je bois tous les matins au réveil 1 litre d'eau. Waouh, ça s'appelle de l'hydratation. Après une nuit voilà, et ça me permet, je peux dire maintenant, parce que je ne le faisais pas avant, mais après quelques années, je le dis, je suis complètement, le fait de boire cette eau le matin, de boire, pour moi, ce liquide clair et pur, en fait. Ça fait que je suis de la même humeur tous les jours. Je suis constante tous les jours dans ma façon de fonctionner, d'aller, de prendre la vie avec le PEMS, parce que tous les jours, il faut absolument que je boive mon litre d'eau pour me sentir bien le matin. Ça prend 1 heure, hein, tout ça. Ben oui, le temps de savourer chaque instant, d'optimiser le temps. Chaque instant. Ça fait énormément de bien. Et puis après, quand c'est parti avec les enfants, et puis le reste de la journée. Ouais. Ah là là, mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ça. Les gens qui prennent le temps et qui sont efficaces au cours de la journée. Oui, nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Nous allons passer maintenant aux questions rythmées, puisque tu es danseuse. Il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. OK. Quel conseil donnerais-tu à la jeune femme que tu étais quand tu avais 18 ans? D'arrêter d'avoir peur. Quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient à l'esprit et pourquoi? Michelle Obama, pour son parcours, sa vision des choses. Je suis en train de lire son livre et je trouve que cette femme a une vision que j'aime énormément. Quel est le livre que tu as le plus offert? Que j'ai le plus offert? Oula, j'en ai pas. Je suis en train de réaliser que j'en ai pas offert du tout de livres. Ou à des enfants, plus à des enfants, mais à des adultes, non. Et quel livre à des enfants? Adultes, non. Mais je n'ai pas de titre en tête, mais surtout des livres créoles. En général, j'offre aux enfants des livres par des auteurs martiniquais. Ah, génial. Voilà.
Et dernière question, tu nous as parlé de comment tu te ressources le matin. Quelle activité te ressource quand tu as terminé une journée de travail? Alors, c'est une activité, c'est un moment de détente, c'est la rivière. Mmh. Toujours l'eau, Ouais, toujours toujours l'eau. l'eau, On toujours m'a l'eau. souvent appelé maman de l'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est Mmh. la vie, c'est la pureté, c'est l'équilibre, c'est l'eau, la rivière. Mmh. Mmh. Eh ben, je te remercie beaucoup, Muriel, d'avoir partagé, ton parcours, ton vécu aussi en tant que femme, au travers de cette discipline qui est, la danse. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, par le biais des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et également mon site internet, Mmh mh. Muriel Bédo, Mmh. où elles trouveront toutes mes coordonnées également sur les réseaux si elles veulent me contacter par voie téléphonique. Aucun problème. Impeccable. Ben, nous te remercions beaucoup, beaucoup, Muriel, Merci pour à cette toi, merci vraiment. c'est gentil. Et puis, ben, écoute, nous te disons à très bientôt pour des séances de Heal Move. Pas de problème, à bientôt. À D'accord. bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.